On va peut-être passer maintenant à d'autres alternatives, notamment aux couverts végétaux. Alors, là, je vais vous présenter des résultats sur les adventices d'essais. Alors, on pourrait en parler longuement, mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui. C'est des essais où on a testé différentes techniques d'implantation des couverts. Donc, c'est des essais qui ont été faits en commun avec Terrinovia. Donc, il y a eu 15 essais au total de 2021 à 2023. Et où on a testé du semis à la volée, donc soit à peu près un mois avant la moisson, soit la semaine qui précédait. Voilà. Ensuite, on a testé du semis direct juste après la moisson ou du semis sur des chômages juste après moisson. Alors les dates là du coup sont très proches hein, quand on prend toutes celles-là. Et puis ensuite, des semis plutôt... Alors oui, dans le contexte français, les moissons avaient plutôt lieu au mois de juillet. En gros, allez, pour donner une fourchette du 10-15 juillet au 20-25, hein, donc c'est plus précoce que chez vous. Ce qui fait que les semis du mois d'août, qui allaient de début à fin août selon les essais, étaient quand même décalés par rapport à la moisson. Et puis des semis déchaumés, enfin plus tardifs, sur des chômages du mois de septembre vers la mi-septembre. On a également testé des doubles couverts, c'est assez proche des essais qu'on a vus ce matin, avec un premier couvert semé à la volée en général, juste avant moisson, et puis au mois de septembre, on le détruisait, on resemait un deuxième couvert. Voilà. Donc voilà pour donner les grandes masses. Alors on va regarder uniquement le côté adventice. Là vous avez la biomasse des couverts en vert, et puis en rouge, en bas, vous avez la biomasse, donc là c'était en entrée d'hiver, donc sur la partie gauche, et en sortie d'hiver sur la partie droite des graphiques. Donc voilà, donc si on veut regarder la propreté des couverts, notamment en termes de biomasse adventice, finalement, il faut regarder la partie en rouge. Globalement, là, sur 6 essais où cette mesure de biomasse adventice avait été faite, finalement, on voit que c'est pas très concluant, il n'y a pas tant d'écart que ça. Il n'y a aucune technique qui a permis d'avoir une maîtrise parfaite des adventices. Alors, au cas par cas, ça a pu exister. On a pu voir des essais... où le couvert se met très tôt, s'est très bien développé, a complètement concurrencé les adventices et a été très propre, mais malheureusement ça n'a pas été le cas dans tous les essais, ce qui fait qu'en moyenne sur ces 6 essais, finalement on a globalement une biomasse peut-être légèrement plus faible pour les semis faits à la moisson, soit à la volée, soit en semis direct, juste après moisson. C'est peut-être un peu plus fort sur le déchaumage. On peut supposer que le déchaumage a favorisé un peu l'élevé d'adventices. Et les semis du mois d'août, bon, sont peut-être, d'ailleurs la tendance est un peu inverse, mais enfin c'est dur de conclure grand-chose à partir de ces résultats, et finalement les résultats ne sont pas significativement différents sur la partie adventice. Et en sortie d'hiver, on retrouve un peu des tendances aussi contrastées, où finalement les écarts ne sont pas non plus significatifs, quoi. Il y a peut-être une tendance à ce que le déchaumage après moisson soit un peu plus élevé, mais ce n'est pas forcément le cas dans tous les essais. On peut noter que sur la biomasse des couverts, en fait, les semis précoces, notamment à la volée, juste avant moisson, ou les semis directs après moisson, donnent globalement des biomasses un peu plus fortes que des semis, notamment du mois d'août. En fait, on avait intérêt à semer tôt dans ces essais, même si l'écart n'était pas énorme. C'est d'ailleurs surtout les semis tardifs où les biomasses étaient nettement réduites. Donc ça, c'était des résultats sur des biomasses d'adventices ou repousses. Et là, vous avez sur 3 essais où on a fait des comptages d'adventices à 3 dates, donc en entrée d'hiver, sur la gauche, au milieu en sortie d'hiver, et à droite au moment de semer la culture, sachant que la culture a été semée sans labour et sans glyphosate. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire des travaux superficiels en sortie d'hiver pour préparer le semis, le lit de semence, et faire une destruction mécanique d'adventices avant du maïs ou du tournesol. Ce qu'on peut noter, c'est que finalement c'était quand même très propre au moment de semer, donc on a plutôt réussi à se passer de glyphosate et de labour dans ces situations-là. Voilà. Et ensuite, en entrée d'hiver, vous avez des comptages d'adventices avec toutes les espèces. Les bâtons jaunes, ça correspond aux repousses de blé, voire au couvert de céréales, quand il y avait un couvert de céréales dans le mélange semé. Et en fait, on voit qu'il y a quand même énormément de repousses en moyenne sur tous ces essais. Il n'y a pas vraiment une technique qui permet de mettre à plat les repousses et de ne plus en avoir.
Finalement, des fois, quand on sème en semi-direct, voire en semi à la volée, il y a très peu de travail du sol. Donc on peut penser qu'on stimule moins les levées, alors que ça semble être le cas par rapport au déchaumé après moisson. Mais malencontreusement, c'est pas si net que ça, parce qu'en fait, même sans travailler le sol, quand on arrive sur des périodes humides en septembre-octobre, les grains en surface lèvent assez facilement, même sans stimuler leur levée, quoi. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'en sortie d'hiver, alors il y a moins de repousses qu'en entrée d'hiver, tout simplement parce que le couvert les a concurrencés. Les couverts ont été détruits en sortie d'hiver ici, et puis les repousses se concurrencent entre elles. Donc on a des parcelles où il y a moins de repousses globalement. Et ce qu'on peut noter, c'est que le couvert se met à la volée suivi d'un couvert tardif, ou le couvert semé en septembre sur des chômages. Alors effectivement, il y a moins de repousses parce qu'on les a détruits mécaniquement au mois de septembre, donc finalement, il y a moins de graminées. Par contre, il y a une flore d'automne extrêmement présente. Alors ici il s'agissait de dicotylédones, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué à détruire, mais le fait de travailler tard au mois de septembre, c'est des périodes de levée préférentielle des graminées, enfin des adventices, du blé d'automne, qui finalement ont levé abondamment, et finalement c'était les parcelles les plus sales. Et on aurait imaginé, dans des parcelles envahies de raigrats ou de vulpins, on aurait pu largement stimuler les levées de graminées au mois de septembre en semant, et finalement obtenir des résultats, des couverts extrêmement sales, en tout cas beaucoup plus sales et compliqués à gérer que des semis précoces. Si je continue sur d'autres essais, donc là c'est une synthèse d'un nombre d'essais un peu plus important, et donc vous avez ici la biomasse des adventices au moment de la destruction, en général en entrée d'hiver, et puis en fonction de la biomasse du couvert au moment de sa destruction. Donc on voit, alors il y a un nuage de points qui est assez disparate, mais si on regarde, il y a quand même une tendance à ce que, au moins la courbe enveloppe, c'est-à-dire que ça part un peu en triangle qui s'affaisse en allant vers la droite, c'est-à-dire qu'en gros la tendance est à ce que plus la biomasse du couvert est développée, est importante, et moins il y aura de biomasse d'adventices. Et on avait réussi à classer la vitesse de couverture du sol sur certaines espèces. Donc quand vous êtes en vert foncé, ici, c'est que vous êtes sur des espèces à couverture du sol rapide. Donc dans celles qu'on avait classées, il y avait du sarrasin, du colza et les trois espèces de moutarde, blanche, brune et abyssinie. Et dans ce qui est rapide, donc un peu moins bon mais qui reste quand même assez rapide, il y avait le radis, la facélie, le niger et le lin. Et donc sur ces espèces à couverture du sol rapide, on voit que au fur et à mesure que la vitesse, que la biomasse augmente, on réduit la biomasse des adventices, et on arrive quasiment à des niveaux proches de zéro dès qu'on a des couverts qui font 3 ou 4 tonnes. Et c'est beaucoup moins vrai sur des couverts qui couvrent le sol lentement. Pour donner des exemples, c'est le cas du tournesol, qui serait seul, pas associé, ou de vesses, ou de lentilles par exemple, ou même d'avoine, qui finalement, comme ils couvrent le sol lentement, laissent un peu l'avantage aux mauvaises herbes, ce qui fait qu'une fois que les mauvaises herbes ont un peu pris le dessus, c'est dur de les détruire, quoi. Donc là, ce genre de graphique, ce qu'il faut en retenir, c'est plus le couvert couvre le sol rapidement, notamment avec des crucifères, et plus il sera développé, et moins il y aura d'adventices. Je pense que c'est des observations que tout le monde a pu faire. Par contre, ce qui est un peu plus délicat, c'est le nombre d'adventices. Précédemment, on parlait de leur biomasse, donc de leur développement, la masse de chaque plante multipliée par le nombre. Mais finalement, quand on fait que compter les plantes, peu importe qu'elles soient petites ou grandes, finalement, il n'y a aucune tendance qui ressort, c'est-à-dire que là, vous avez toujours la biomasse du couvert en abscisse et le nombre de plantes en ordonnée. Finalement, il n'y a pas vraiment quelque chose qui... Il y a un effet lieu qui est très fort, il y a des essais sales, il y a des essais propres, mais finalement, ce n'est pas forcément toujours le cas. Un couvert développé peut être sale, mais en fait, ça ne se voit pas. Pour illustrer ça, j'ai mis une photo. Vous avez ici un sol nu, à droite du trait rouge. Alors on voit notamment ce qu'on appelle le mouron des oiseaux, de la stellaire, il y a du senson, il y a un peu de lamier, par exemple. Donc c'est plutôt envahi de mauvaises herbes. Et sur la gauche du trait rouge, vous avez un radis chinois associé à du trèfle d'Alexandrie. Bon, c'est le radis qui domine,
qui couvre bien le sol et on voit quasiment pas d'adventice. Alors il y a peut-être un cesson là qui dépasse un peu au-dessus, mais finalement quand on regarde un peu avec une loupe, enfin ou en détail, on peut retrouver sous le couvert, parfois, des toutes petites adventices. Alors ça peut être ici un petit paturin, un petit cesson, un petit labier, mais finalement, vu de loin, le couvert domine très largement et on peut être content du résultat, mais parfois, ces couverts développés, s'ils gèlent ou si on fait un broyage, bah, il y a des fois des adventices latentes dessous qui demandent qu'à repartir et à se développer. Ce qui fait que, alors, on a parfois des couverts qui sont avec des grosses biomasses qui sont très propres, et une fois qu'ils sont détruits par le gel, on a des sols très propres, mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas systématique, il faut être vigilant là-dessus. On peut avoir parfois des petites adventices dessous qui sont complètement étouffées. Alors on ne les voit pas, mais quand on commence à se mettre à quatre pattes et à chercher, ce n'est pas toujours si concluant. Alors s'il y a un travail du sol superficiel pour préparer le lit de semence de la culture qui suit, ces petites adventices vont être détruites, ce ne sera pas trop compliqué à gérer. Mais s'il y a zéro travail du sol, notamment dans le cas d'un semis direct sous couvert, bah, ça risque d'être quand même insuffisant et tout à fait irrégulier, quoi. Voilà. Donc on le reverra un peu après, le choix des espèces de couverts est bien évidemment aussi très important. Donc pour avoir des espèces qui se développent bien et qui couvrent le sol rapidement, mais également d'avoir des espèces faciles à détruire, parce que bah, si votre problématique c'est de se passer de glyphosate, il faut quand même des plantes qui sont sensibles à soit au gel, soit à des moyens de destruction mécanique pour pouvoir se passer facilement voilà, du glyphosate. Alors pour aborder un peu des aspects voilà, de stratégie, pour résumer un peu ce qu'on a pu voir depuis ce matin, l'objectif, enfin l'intérêt du glyphosate, c'est quand même avant tout, hormis la gestion des vivaces qui est un petit peu à mettre à part, c'est d'être capable de semer sur un sol propre, c'est-à-dire de ne pas avoir d'adventices viables qui repiqueraient ou qu'on garderait dans la culture qui suit. Il y a quelques exemples où on est capable de détruire des adventices repiqués dans la culture qui suit. J'ai évoqué ce matin le cas de repousse de colza qu'on pourrait faire avec du méthsulfuron, entre autres, dans un blé en rattrapage, ou des repousses de blé qu'on pourrait détruire dans un colza. Mais dans beaucoup de cas, quand on va avoir des grosses repousses de blé, quand on va avoir des vulpins talés, etc., ça va être assez compliqué, avec des herbicides, de s'en occuper dans la culture qui suit. Soit pour des raisons d'augmentation de coûts et tout simplement des fois d'efficacité. Donc il faut vraiment essayer de mettre en amont des stratégies pour avoir un sol propre. Alors ça peut être du curatif si quelque temps avant le semis on est incapable d'avoir un sol propre. Donc ça peut être soit du travail du sol superficiel dont a parlé Damien avec toutes les limites par rapport aux jours disponibles, notamment c'est-à-dire d'avoir un temps séchant. Ça peut être éventuellement du broyage, du roulage, le gel, mais voilà, ça ne marchera que sur des plantes gélives, notamment dès qu'il y aura des graminées, on va être coincé. Alors après, on peut parler du labour ou des herbicides, mais je pense que dans le cadre de la journée, on est plutôt sans labour et plutôt sans glyphosate par rapport à la réglementation là, qui va évoluer sur... c'est la BCEAE. Éco-régime. Ah voilà, éco-régime, voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà, parce que nous, on a de l'éco-régime, mais ce n'est pas le même en France. Hein, c'est ça qui est... Chaque pays le gère différemment. Alors ensuite, pour essayer d'éviter notamment les difficultés liées au travail du sol, ça pourrait être déjà d'éviter, c'est-à-dire d'avoir des plantes faciles à détruire. Alors on ne pourra pas tout gérer facilement. Il y a peut-être des choses qu'on peut gérer avec des couverts gélifs, on en a déjà parlé, c'est-à-dire d'essayer de mettre des couverts faciles à détruire. Ça ne résoudra pas tout, mais c'est du bon sens. On ne va pas aller semer du seigle, par exemple, qui est très très dur à détruire au printemps parce qu'il va repiquer en étant au stade de talage. On va opter pour une avoine de printemps, du tournesol, une moutarde, enfin un peu en fonction ou de la facélie, etc., en fonction des dates de semis. Voilà. Ça peut être aussi éventuellement d'alterner des graminées et des dicotylédones. Ça peut être une ouverture aussi pour faciliter la gestion des repousses. Si vous avez des repousses de pois dans un blé, bon, les repousses de pois déjà c'est assez facile à détruire mécaniquement, et puis dans le blé suivant, ou des repousses de colza dans du blé, on peut gérer.
des repousses de blé dans du colza, on peut gérer. Donc des fois, des enchaînements de cultures graminées dicotes, ça peut des fois apporter quelques solutions. Ça ne résoudra pas tout, bien sûr, mais ça peut être une petite clé d'entrée. On peut également essayer d'éviter également ou d'atténuer les problèmes de désherbage, notamment au travers du précédent cultural. Je vous montrerai un exemple d'un essai à Boignuville où on essaye de viser des fortes réductions d'herbicides. Et en fait, pour de l'orge de printemps, qui est la culture qu'on sème le plus tôt, de mi-février à fin mars, en fonction du climat de l'année, donc on n'aura jamais de temps séchant avec notre climat. On a essayé de mettre la betterave derrière l'orge derrière betterave, parce qu'il n'y aura pas de repousse de blé, il n'y aura pas de couvert, donc c'est plutôt facile à gérer. Et par exemple, on fera des betteraves. Alors les betteraves, ça ne sème pas si tard que ça, mais on a fait le choix de mettre les betteraves derrière du blé et le maïs derrière de l'orge de printemps. Voilà, donc on a essayé de réfléchir notre enchaînement pour que les situations les plus délicates, on soit derrière un précédent propre. Et peut-être que chez vous, il y a peut-être moyen de mettre, de modifier un peu les enchaînements de culture. Alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a d'autres critères de choix, comme la structure du sol, les problèmes de rentabilité, donc voilà, mais ça peut être un levier intéressant. Un élément aussi, c'est que plus l'interculture est courte, et moins il y a besoin de glyphosate, parce que les adventistes n'ont pas vraiment le temps de pousser pendant l'interculture, et donc un système idéal, ce serait presque qu'on enchaîne récolte-semis, qu'il n'y ait jamais de temps mort. Alors après, c'est pas facile à mettre en œuvre, mais ça peut être un levier à réfléchir. Par exemple, quand on fait un blé derrière maïs, il y a moins de chances d'avoir besoin de glyphosate que si on met un maïs derrière une céréale à paille, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, et puis ensuite, en fait, de manière générale, alors peut-être qu'en France, on a un contexte différent du vôtre, notamment dans les zones les plus céréalières, où il n'y a pas de betterave, il n'y a pas de pommes de terre. Il y a beaucoup de céréales d'hiver notamment, avec des grosses pressions graminées adventices dans la rotation, vulpar et gras notamment, et où dans ces parcelles très sales, parfois, c'est extrêmement compliqué de gérer son glyphosate. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des levées spontanées de ces graminées adventices, dans les couverts notamment, voire dans des périodes de sol nu, parce que quand on fait de la destruction mécanique, en fait, il faut se dire qu'on fait une destruction et un faux semis en même temps. Et on a vu un essai, une année, on a géré sans labour, sans glyphosate, on a fait 10 passages entre un blé et une orge de printemps. Bon, c'était du délire pour un essai, parce qu'à chaque fois qu'on détruisait mécaniquement des plantes, déjà on n'avait jamais 100% d'efficacité, mais on faisait relever à l'automne ou l'hiver 400 régras au mètre carré. Donc forcément, ça relevait et il fallait retravailler dès qu'on pouvait. Donc quand on a vraiment énormément de graminées dans les rotations, quand on a des parcelles sales, finalement c'est très dur à gérer et c'est beaucoup plus facile quand spontanément la flore est tranquille et qu'elle ne nous embête pas. Alors bien évidemment, si c'était si simple de réduire la flore, on le ferait tous, hein, mais faut insister là-dessus quand même. La gestion du désherbage dans la rotation, avec tous les leviers possibles et imaginables. Alors le labour, parce que le labour, il faut quand même reconnaître que sur le sol, il a quelques désagréments, mais sur la gestion de la flore et notamment des graminées, c'est quand même plutôt un atout pour avoir des sols propres. Les rotations, c'est aussi un levier très important. Voilà. Alors comment on peut enchaîner tout ça? Bien évidemment, c'est complexe. On va revenir... alors là, c'est pas l'exemple de Valenciennes, mais parce que là, c'est un exemple sur la station de Boignuville. Donc c'est exactement les mêmes courbes que celles que montrait Damien, mais dans une situation un peu différente. C'est qu'on retrouve nos jours disponibles. Donc les courbes en rouge, c'est les adventices dites difficiles, comme les graminées. Donc on retrouve très peu de jours disponibles l'hiver et un peu plus au printemps ou à l'automne. Et en fait, là, dans un essai longue durée, où on essaye de baisser, j'en ai parlé tout à l'heure, les quantités de produits phyto et notamment les herbicides au maximum, on a réfléchi notre rotation sur 6 ans en fonction de... Alors, ne regardez pas le résultat parce qu'il faudra l'adapter à vos contextes, mais même si on a de la betterave, c'est déjà un point fort, c'est pas totalement
différent de ce que certains d'entre vous pourraient peut-être faire. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est peut-être de comprendre le raisonnement qu'on a mis derrière et éventuellement de vous en inspirer pour réfléchir. C'est-à-dire qu'on a mis sous le graphique des jours disponibles, avec les couleurs, c'est-à-dire que quand c'est noir, le passage est impossible. Rouge, c'est quand même très compliqué de détruire les adventices, notamment les graminées. Puis quand on va vers le vert, c'est beaucoup plus favorable. On a repositionné les flèches qui correspondent à la durée d'interculture, de la récolte du précédent jusqu'au semis de la culture. Et puis on a essayé de réfléchir à comment on les enchaîne. Donc là, vous voyez que notre orge de printemps, en fait, elle vient derrière les betteraves, parce que finalement, dans l'orge, enfin, eh ben, on est tout le temps entre l'orange et le noir, donc autant dire que c'est très compliqué de détruire des graminées avant l'orge. Et donc le précédent betterave, c'est quasiment ce qu'on peut faire de mieux. Sur un autre dispositif à Bois-du-Ville, on a mis du maïs grain, qui est aussi un précédent plutôt propre, qui ne générera pas trop de levée de graminées à l'automne ou l'hiver. Donc c'est voilà, 2 précédents favorables. Voilà, ça peut être une idée. Ensuite, le maïs vient derrière de l'orge. Alors on a pas mal de repousses d'orge dans le couvert, mais finalement l'orge arrive à épiaison, voire un peu au-delà, et finalement elle est assez facile à détruire mécaniquement. Et puis on a quand même du temps favorable avant de semer le maïs assez tard, donc c'est pas trop un souci. Alors par contre c'est plus compliqué pour le blé. Alors le maïs c'est souvent assez propre, donc le blé de maïs ça va, sauf que nous on irrigue notre maïs et donc en fait on ouvre des allées d'irrigation pour passer le chariot, parce qu'en fait c'est une espèce de rampe, vous voyez, qui fait 50 mètres de large avec un chariot au milieu. Donc on broie 2 mètres de maïs pour faire passer le chariot, et donc forcément comme il y a plein de lumière, ben forcément il y a des adventices. Donc, alors ce qu'on fait à titre exceptionnel, parce que c'est un essai, c'est qu'en fait on passe un rotavator en septembre et octobre, quand on a fini l'irrigation, pour éventuellement détruire les adventices si elles sont présentes, notamment des pâturins ou des raigrats, pour nettoyer, pendant qu'il fait encore un peu sec, parce qu'on sait que quand on va arriver au mois de novembre pour semer notre blé de maïs, le temps ne sera pas du tout séchant et ce sera impossible. Donc là, en fait, on anticipe, et ça, c'est une notion très importante, c'est qu'on essaye de... En fait, on détruit ici. C'est-à-dire, en fait, on détruit dans une période où on est en vert, quoi. Alors, c'est un peu particulier d'aller passer du rotavator au milieu des allées d'irrigation. Je pense qu'on est les seuls en France à faire ça, parce qu'on essaye de se mettre cette contrainte dans cet essai, mais ça peut être une piste, quoi. Après, faire du colza d'arrière-blé, c'est pas vraiment un souci, parce qu'on sème en conditions sèches. Par contre, il y a un gros bémol, c'est que si on veut détruire les adventices, on risque de dessécher le lit de semence, et alors que le colza, certains étés, surtout chez nous, c'est les conditions sèches. Donc en fait, on ne s'embête pas trop avec la gestion des repousses, parce qu'on peut les gérer avec un antigraminé foliaire au mois de septembre dans le colza. Et puis le blé qui vient derrière colza, la période juste avant le semis, au mois d'octobre, elle n'est pas très favorable, elle est moyennement séchante, mais dans les modalités où on veut se passer de glyphosate, en fait, arrivé vers la mi- ou fin septembre, on attaque la destruction mécanique pour détruire s'il y a des choses à détruire, de sorte qu'on anticipe la destruction pendant qu'on est encore dans la période favorable, et ce qui fait qu'après, il peut y avoir éventuellement des petites relevées au mois d'octobre, mais comme elles sont petites et fragiles, un simple passage d'outils, comme une herse rotative combinée au semoir, voire un passage d'outils d'échauffage, et ce sera vite réglé. Donc vous voyez que ces jours disponibles, ça peut donner des idées de ce qui est possible ou pas, réfléchir à l'enchaînement des cultures, éventuellement d'anticiper. Par exemple, on a des collègues dans un essai système, au début, ils faisaient des couverts avant blé ou avant l'orge d'hiver, et ils détruisaient au dernier moment. Donc, vous voyez, arrivé mi-octobre, ils attaquaient la destruction avec parfois des vulpins talés dans le couvert. Ça a été un véritable fiasco, et au bout de 2 à 3 ans, il a fallu qu'ils changent complètement leur fusil d'épaule, parce qu'ils ne s'en sont pas sortis. Et là, du coup, c'est en ce sens-là que je pense qu'il n'est pas réaliste que de miser sur les herbicides dans les cultures, dans le cas d'alternatives au glyphosate, parce que dans certains cas, on n'y arrivera pas. Voilà. Alors, ce tableau, alors, il est très compliqué, il est simple, mais c'est à regarder à tête reposée chez soi. Vous avez différents leviers de destruction des adventices et différentes cibles. Alors, en haut, vous avez les vivaces. Ensuite, vous avez les graminées, de 1 à 3 feuilles, et ensuite au stade de talage.
et montaison et piaison, des dicotes, puis certains couverts, et les couverts permanents, les prairies et les jachères en bas, et puis vous avez différents leviers. Bon, je ne vais pas tout commenter, ce serait très long, mais ce qu'il faut retenir, c'est que, notamment sur les graminées, alors oui, quand c'est en rouge, c'est que c'est pas efficace, quand c'est en vert, c'est au contraire très efficace. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur des graminées, le labour est quand même globalement très efficace. Le travail superficiel a ses limites, notamment par rapport au temps séchant. Là, on a distingué temps séchant, temps humide, pour le travail du sol superficiel. Et finalement, les autres herbicides que le glyphosate sont en rouge, en fait, il n'y a pas d'efficacité. Donc en fait, voilà, on va quand même beaucoup miser sur le travail du sol superficiel pour les graminées, mais avec beaucoup de limites par rapport au temps séchant. Et sur certains couverts, on a plutôt mis en avant des plantes développées, type, qui seront assez gélives finalement, comme le sarrasin, le tournesol, le niger, la facélie par exemple, la févrole, qui sont assez sensibles à beaucoup de moyens mécaniques, que ce soit le travail du sol superficiel, même le broyage, le roulage, le gel, avec des températures minimales. Donc c'est des espèces qu'on peut choisir prioritairement dans nos couverts, quoi. Voilà. Je ne vais peut-être pas aller trop loin dans ce détail parce que ça risque d'être assez rébarbatif, quoi. Alors, dans les petits schémas, c'est plus des exemples de cas concrets qu'on propose. Donc là, vous avez des petits symboles alors, qui sont assez faciles à... voilà, c'est assez facile de reconnaître la charrue, la herse rotative ou le vibroculteur ou le semoir dans ces petits schémas. Donc voilà, premier exemple, ici on est sur un exemple de céréales d'hiver qui viendrait après une culture récoltée en été. Alors ça peut être un tournesol, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de tournesol dans la région. Pour le récolter, ça ne doit pas être facile. Peut-être plus l'exemple d'un colza, ça pourrait être le pois, ou un pois de conserve éventuellement, voire du lin s'il est enroulé assez tôt. Voilà. Donc on a imaginé différents cas. S'il n'y a pas d'adventice en période du type... alors lorsque c'est relativement séchant, alors je vais reprendre mes anti-sèches. Ce que vous montrez tout à l'heure, Damien, c'est que la fin de la période séchante, c'était la deuxième quinzaine, la deuxième décade de septembre. C'est-à-dire qu'en gros, arrivé au 10-15 septembre environ, on commence à ne plus être séchant. Donc ça veut dire que là, il faut se dire qu'on est à peu près au 10-15 septembre ici. Là. Donc globalement, s'il n'y a pas d'adventice, on fait ce qu'on veut. Hein, on fait du semi-direct, enfin, en tout cas, vu sous l'angle de la gestion des adventices, il peut y avoir d'autres critères de choix. Mais par contre, si on a des graminées adventices et qu'on veut se passer de glyphosate, il va absolument falloir scalper le sol, c'est-à-dire travailler superficiellement sur l'ensemble de la surface avant la fin de la période séchante. C'est-à-dire qu'en gros, il faut passer du 1er au 15 septembre, grossièrement, pour commencer à déraciner ces plantes et les dessécher. Alors, sous réserve que ce ne soit pas une année catastrophique au niveau climatique. Et ensuite, si le climat a permis de détruire ces adventices, on pourra éventuellement refaire, par exemple, un passage combiné au semis, voire un peu avant, qui va permettre de détruire des toutes petites graminées qui auraient relevé, mais qui sont quand même très fragiles, voire des dicotes aussi. Et globalement, la notion importante ici, c'est qu'il faut anticiper avant mi-septembre, sinon c'est foutu, quoi. Vous allez remuer la terre, mais à chaque fois, on n'a peut-être pas trop insisté là-dessus, quand vous déracinez les graminées, comme on a un système racinaire fasciculé avec plein de racines qui partent du plateau de talage, en fait, vous avez souvent arraché un petit paquet de racines avec plein de terre qui est autour. Et c'est comme si la plante était un peu dans sa motte, quoi, dans son petit pot de fleurs. Pour réussir à dessécher ça, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que les graminées talées sont dures à détruire. Et très rapidement, on voit qu'elles refont des petites racines blanches qui descendent dans le sol et qui vont aller rechercher de l'humidité. Donc voilà, donc bien anticipé. Par contre, on avait imaginé que dans un cas où il n'y aurait que des repousses de colza sans adventice, alors c'est peut-être un cas idéal, hein, que tout le monde n'aura pas la chance de connaître, on pourrait imaginer soit faire du scalpage, parce que les repousses de colza sont plutôt pas trop dures à détruire, en tout cas moins que des graminées, voire faire un 2,4-D, qui est homologué alors pour la France, à vérifier en Belgique, parce que je ne veux pas vous conseiller des choses interdites,
revérifier ça, mais voilà, dans notre situation française, ce serait une pleine dose de 2,4-D qui permettrait grosso modo de détruire les repousses. Voilà. Et par contre, s'il y a des graminées adventices dans les repousses, bah, ça veut dire qu'il va falloir détruire le couvert ou les repousses de colza plus tôt qu'on aurait souhaité, parce qu'on aurait peut-être aimé faire pousser les repousses le plus tard possible pour faire un maximum de biomasse et de couverture du sol. Mais il faut être lucide, si on veut gérer les adventices, bah, il va falloir le faire avant la fin de la période séchante. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir faire ça avant la mi-septembre. Ou l'autre solution, c'est un labour, ou un glyphosate. Mais voilà. Donc en fait, anticiper, c'est très important. On aura un peu le même cas de figure sur des récoltes tardives, enfin des semis-tardifs de céréales, après des récoltes tardives qui peuvent être du maïs, alors je ne reparle pas du tournesol ni du soja, oui, ce sera principalement maïs, ou bien betteraves et pommes de terre aussi dans vos régions. Alors les betteraves et les pommes de terre, on aura quand même rarement des graminées étalées dedans, donc je pense que voilà, ce ne sera pas des cas de figure. Par contre, du maïs peut éventuellement être un peu plus sale, et voilà, il faut peut-être être un peu vigilant. Donc s'il n'y a pas d'adventices à la récolte de ces cultures-là, ou en tout cas des adventices jeunes et viables, s'il y a un vieux kénopode qui est à graines, à la limite, de toute façon, le mal il est déjà fait. À la limite, ça ne changera plus rien. Mais s'il n'y a pas de jeunes adventices, vous faites ce que vous voulez, du semi-direct au labour, peu importe, en tout cas vu sous l'angle de la gestion des adventices. Par contre, si vous avez des jeunes adventices, type des petites dicotes ou des jeunes graminées à moins de 3 feuilles, on peut imaginer faire... alors s'il y a beaucoup de graminées, ce sera peut-être 2 passages, ou un seul s'il n'y a pas beaucoup de graminées ou que des dicotes, par exemple un scalpage et le combiné rotatif semoir, voire que le combiné rotatif semoir. Par contre, si vous avez des graminées étalées à plus de 3 feuilles, par exemple sous couvert d'un maïs, ben là en fait, il ne faut pas se raconter de bêtises, on ne sera pas capable de le faire sans labour et sans glyphosate. Voilà. Bon, on a mis le désherbage électrique avec un point d'interrogation, mais vous pouvez rayer, parce que, vu les résultats vus précédemment, oui, on aurait pu l'enlever. Mais globalement, voilà, en fait, dans cette situation, le travail du sol superficiel, ce qu'on appelle le scalpage, n'est pas assez efficace pour compter dessus. S'il y a vraiment beaucoup de graminées, par exemple dans un maïs, voilà. Donc c'est, voilà, sur des semis-tardifs sans temps séchant, ben, les solutions sont plus limitées. Et puis un exemple avec des cultures de printemps, alors c'est vrai que les exemples qu'on vous montre là, on les a plus imaginés dans des sols lourds intermédiaires, donc ça veut dire plutôt de l'argile ou l'argilo-calcaire au limon argileux, donc pas trop dans des limons légers, donc il faudra peut-être un petit peu adapter. Alors je vais reprendre mes notes pour le temps séchant, qu'on se le remette tous qu'on se remette tout ça en tête. Ce que montrait Damien tout à l'heure, c'est que on pouvait commencer à avoir des opportunités de destruction, voilà, la 3e décade de février, donc à partir du 20 février, bah à peu près maintenant, ça peut commencer à aller de temps en temps, à peu près 1 année sur 2, et qu'on peut commencer à compter, pas tous les ans, mais presque tous les ans, à partir de début avril. Donc là, sur une période de fin février à fin mars, bah, globalement, c'est possible de temps en temps, mais ça reste quand même très aléatoire, de faire de la destruction mécanique. Donc là, on imagine un cas avec un couvert qui serait... alors nous, on était plutôt partis dans ces sols lourds sur des destructions plus précoces. Donc là, sur les éco-régimes, ici, ce sera plutôt des destructions de mi-février. Et puis, bah, après, il y aura plusieurs cas de figure. Soit il n'y a pas d'adventice, donc on imagine un couvert extrêmement propre, avec une grosse biomasse qui a gelé. Bon, bah là, c'est un cas de figure idéal où là, on va plutôt préparer superficiellement notre terrain et semer, enfin, peu importe ce qu'on sème. Là, on a plutôt illustré un tournesol, mais vous mettrez une betterave à la place, quelque chose comme ça. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Si on a des jeunes dicotes, voire des plantes fragiles, ça peut être éventuellement des... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? De la stellaire, hein, ce qu'on appelle le mouron des oiseaux, qui est une plante assez fragile. Des plantes comme ça, ou des petites relevées de printemps, des jeunes gaillets, des choses comme ça. La simple préparation de sol superficielle que vous allez faire pour préparer des betteraves ou des pommes de terre, voire du maïs, bah, ça suffira avec 1 ou 2 passages superficiels à détruire mécaniquement les plantes.
Voilà, donc là-dessus, il n'y aura pas trop de complications. Par contre, le pire cas de figure, ce serait que dans le couvert, il y ait des graminées talées, qui feraient, enfin voilà, talées à plus de 3 feuilles, et où là, en l'absence de labour, si on veut se passer de glyphosate, hein, pour les éco-régimes à venir, là, en gros, il faudrait miser sur du travail du sol superficiel, mais avec une très forte dépendance par rapport au climat, et comme on l'a vu, si on veut semer, par exemple, fin mars, des betteraves, assez tôt, eh ben, vous avez, en gros, pour faire simple, une chance sur 2 d'y arriver, mais une chance sur 2 de ne pas y arriver. Et puis, voilà, donc il faut être conscient de ça, et ce qui fait qu'une option, alors une option qui peut coûter cher, hein, ça pourrait être de retarder la date de semis pour aller attendre que le climat soit séchant. C'est sûr que si vous semez mi-avril, vous avez plus de chances d'avoir un temps séchant qu'en semant mi-mars ou fin mars, mais bien évidemment, ça peut poser des questions sur le potentiel des cultures. Une culture comme la betterave, en gros, plus on couvre le sol rapidement, plus il y a de rendement en sucre. Donc globalement, c'est pénalisant. Donc c'est vrai que la difficulté que vous pouvez être amené à rencontrer, c'est des couverts qui sont sales. Il faut reconnaître que dans vos situations, de manière un peu grossière, si voilà, le climat du mois de mars, globalement, ne permettra pas de gérer ça tous les ans. Donc ça, c'est quand même un souci, d'où l'intérêt d'aller chercher, notamment pour les cultures semées plus tôt, orge printemps et betterave, je pense notamment, peut-être les précédents les plus propres, peut-être, est-ce qu'un précédent poids est possible plutôt qu'un blé? Je dis peut-être des bêtises, hein, vous mettrez ça sur le compte du fait que je suis pas belge. Mais voilà, est-ce que c'est pas un autre précédent qu'une céréale à paille pour avoir un couvert un peu moins sale? Voilà, alors après ça peut être le retour au labour, peut-être te dire non, bah, c'est pas possible chez moi, tant pis pour l'éco-régime. Voilà, c'est aussi une option, parce que plutôt que d'avoir des problèmes agronomiques, bah, vaut peut-être mieux ne pas aller chercher la prime. Enfin voilà, il y a une réflexion, j'ai pas de solution miraculeuse, mais en tout cas voilà, sur orge et betterave notamment, voire le lin aussi qui est à peu près dans le même créneau, il y aura quand même des difficultés à miser que sur le travail du sol superficiel en l'absence de labour et de glyphosate. Ce sera plus facile sur des semis plus tardifs, du mois d'avril avec du maïs, où globalement on devrait quand même, hormis des printemps extrêmement humides, peut-être comme celui de 2024, mais on arrivera quand même à aller chercher plus de temps séchant, donc ce sera peut-être un peu plus facile à pouvoir trouver une météo séchante. Ce sera également le cas de la pomme de terre qui bénéficie quand même d'un travail assez intensif pour faire les buts. Donc du coup, même si le temps n'est pas hyper séchant, on a quand même un travail intensif qui gérera un peu mieux les adventices. Donc voilà, se passer de glyphosate, c'est compliqué. Alors forcément, il y a un effet climatique, hein. Là, on vous a montré un cas à Valenciennes en sol de limon. Plus on va aller vers des sols argileux et qui ressuient lentement, plus on va aller vers des zones humides, il y a sans doute des gradients climatiques au sein de la Wallonie, et plus, en probabilité, ça va être compliqué. Donc, et inversement, plus on va aller au sud, vers la France, nous en France, on a aussi des gradients entre les Hauts-de-France qui sont proches de vos climats et le sud, hein, quand vous allez en Provence avec un climat alors qui peut être extrêmement sec l'été, mais on a des fois des capacités de destruction mécanique dès le mois de février, parce que le climat est complètement différent. Bon, ça c'est comme ça. Après, je vous rassure, les blés, ils ne font pas 10 tonnes de blé. Quand ils en font 5, en général, c'est déjà bien. Enfin, au moins sans irrigation, quoi. Voilà. Donc, du coup, voilà, il y a quand même des limites aux alternatives au glyphosate. On ne peut pas forcément tout gérer. Ce qui nous reste... On a du temps pour les questions. J'avais pas tout à fait fini, bon. mais c'était plus... Non, mais on est à la bourre ou... Pas du tout. Donc on peut prendre encore un quart d'heure. C'était plus sur une partie économique. Ouais, très bien. Un quart d'heure, c'est bien. Un quart d'heure. Bon, je vais essayer de pas être trop... 30 à 20 minutes, c'est bon aussi. On a arrivé 15 heures, on a encore une demi-heure. Ok. Avec les questions. Donc, avec les questions, oui, je vais essayer de ne pas prendre trop pour laisser du place à la discussion. Voilà. Donc sur la partie économique, on avait essayé de chiffrer ce que ça coûte, notamment à une période où on a été interrogé par les syndicats agricoles
pour essayer de négocier avec l'administration. Donc on a essayé de chiffrer ce que coûtaient les alternatives au glyphosate, de voir les... Alors on a vu qu'au niveau technique, d'ailleurs, et oui, c'est quand même une mise en garde, parce que c'est très facile de chiffrer combien coûte un désherbage électrique, combien coûte un broyage, etc. Mais le problème, c'est que si cette solution ne marche pas, c'est un leurre, quoi. Donc, il faut insister là-dessus, parce que parfois, la tentation, c'est d'aller mettre un coup sur un truc qui ne marche pas. Par exemple, je pourrais très bien vous dire que faire la destruction mécanique avant l'orge de printemps qui serait semée au 25 février, ça va vous coûter, je donne un chiffre au hasard, 40 € de l'hectare si on fait 2 déchômages. Sauf que si ces 2 déchômages ne marchent pas sur des graminées talées, ce n'est pas une vraie alternative, quoi. Donc attention à ça. Le coût, c'est une chose, mais encore faut-il que cette solution fonctionne, quoi. Alors du coup, on a chiffré. Alors il n'y a pas malheureusement de situation proche des Hauts-de-France qui vous ressemble. Donc il y avait un exemple en Lorraine plutôt, mais un assolement avec prairie, 3 ans de prairie et colza blé. On en a fait aussi très au sud de la France, vers Toulouse. Et puis on va illustrer un exemple alors, qui vient du Berry. Le Berry, c'est Bourges, ou le Cher, pour si ça vous dit quelque chose. On est voilà, quand même à 200 km au sud de Paris, 200-300, donc c'est pas tout à fait vos conditions, des sols argilo-calcaires, mais il y a une rotation assez longue avec des cultures d'automne et des cultures de printemps. Donc là, en fait, dans les alternatives qu'on a évaluées, surtout, il y a le labour, et puis il y a le travail du sol superficiel. Après, on n'a pas trop chiffré, on l'avait testé, mais on ne va pas trop regarder ça. Le désherbage électrique, le pâturage de couvert avec des moutons, mais quand vous avez du régras, par exemple, les moutons, ils ne vont pas forcément empêcher le régras de repousser. Donc ce n'est pas une vraie solution, ça permet éventuellement de ne pas détruire le couvert, de ne pas le broyer, mais pour les graminées, ce ne sera pas vraiment une solution. Puis on avait testé aussi du broyage ou du 2,4-D, mais le 2,4-D, c'est qu'un antidicote, donc ça ne fait pas les graminées. Donc ces solutions, on les a évaluées, mais en fait, on va s'interdire globalement de montrer des résultats, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment des vraies solutions pour un agriculteur, quoi. Voilà. Alors, pour faire simple, oui, la rotation, il y avait colza, maïs, tournesol, blé, pois blé, donc une association céréales protéagineux, blé, orge d'hiver, lentilles, blé. Donc c'est très céréalier, donc il n'y a pas de culture industrielle, mais il y a quand même malgré tout une alternance de dicotes et de graminées, ou de cultures de printemps et de cultures d'automne. Donc c'est quand même une rotation très diversifiée, en tout cas beaucoup plus diversifiée que ce qui se fait dans cette région-là, avec des couverts plutôt agronomiques, des légumineuses et des associations. Donc plutôt des beaux couverts en tout cas sur le papier. Et donc en fait, ce qu'on a essayé de chiffrer, c'est la référence, c'est du travail du sol, soit du SMI direct, SD c'est SMI direct, soit du travail du sol superficiel, accompagné de glyphosate, et qu'on va substituer soit par du travail du sol superficiel seul, c'est-à-dire sans glyphosate, donc on va augmenter le nombre de passages superficiels, soit éventuellement on va réintroduire un peu de labour, par exemple ici, avant du maïs, un blé qui vient derrière l'association pois-blé, donc voilà, un petit peu de labour, quoi. Voilà. Donc en fait là vous avez quelques indicateurs. Alors on utilise beaucoup un logiciel qui s'appelle Cister en France, qui permet de calculer les quantités de produits phyto utilisés, les charges de mécanisation, la marge, le temps de travail, etc. Les gaz à effet de serre en rentrant l'itinéraire. Alors pour ceux qui sont au fond, je pense que vous ne voyez rien. C'est écrit très petit. Donc là, en gros, on était par exemple pour le temps de travail total au champ, on était à 2h,3. Alors c'est pas des heures et des... c'est du... Oui, c'est pas 2h30, hein, ça fait plutôt 2h15 ou quelque chose, 2h20. Et on est à 3,1 quand on fait du travail superficiel, c'est-à-dire qu'on augmente le temps de 0,8, donc ça fait 48 minutes à l'hectare en plus. Donc on augmente d'un peu moins d'1 heure quand même le temps de travail. Donc c'est déjà, vous imaginez que multiplié par
Une exploitation qui ferait 150 hectares, ça fait peut-être 120 heures de travail en plus, quoi. Donc ça commence à faire pas mal de temps. Et en plus, pour tout ce qui est destruction mécanique, on est très dépendant du climat, donc c'est pas... Enfin, il faut vraiment travailler avec la météo. Donc ça a quand même son lot de contraintes. La consommation de carburant, qui était de 53 litres dans l'itinéraire avec glyphosate, elle passe à 66 ou 68 litres. Donc on gagne, on va augmenter d'à peu près voilà, 13 ou 15 litres à l'hectare. Alors c'est pas si énorme que ça, même si c'est toujours trop, mais c'est pas une augmentation si importante que ça. Alors l'IFT herbicide, c'est-à-dire le nombre de pleines doses, bah, il va baisser de 0,7. Donc là, voilà, il y a un gain qui est assez intéressant. Après, au niveau des charges de mécanisation, bah, on va passer de 92 € pour la partie interculture à 116 ou 122. Donc en gros, on va gagner à peu près, on va augmenter de 30 € environ la mécanisation. Alors 30 €, c'est pas si énorme que ça, mais bon, c'est quand même une petite augmentation. Et la marge nette, bah, qui était de 340 € à l'hectare, alors elle est sans doute inférieure à ce que vous connaissez avec des cultures industrielles, mais elle baisse à peine, vous voyez, elle baisse à 330 environ, donc on perdrait environ 10 € de l'hectare. C'est pas si énorme, donc en termes de marge en général, quand on regarde sur un plan en tout cas assez théorique, les alternatives au glyphosate ne coûtent pas si cher que ça, parce que quand il y a du labour, c'est pas un labour tous les ans dans la rotation, et le travail du sol superficiel ne coûte pas toujours si cher que ça. Donc au final, ce n'est pas tant un problème de coût que de temps de travail, et c'est ça qui pose le plus de questions, et notamment, enfin je le répète, la contrainte climatique qui fait que ce n'est pas n'importe quel jour où il faut travailler pour se passer de glyphosate. Donc ça pose beaucoup de questions de mise en œuvre, de faisabilité, et en France, les exploitations sont de plus en plus grandes, et j'imagine que chez vous, c'est un peu le cas. Il y a quand même un agrandissement avec des gens qui ont de moins en moins de temps, forcément, s'il y a plus de surface. Et donc, forcément, c'est une vraie contrainte que de devoir travailler avec le climat. C'est un peu la même chose quand on veut faire du désherbage mécanique dans les cultures, du binage ou l'air s'étrille. Il y a aussi des contraintes complexes. Et dans votre région, bah, globalement, vous n'êtes quand même pas très bien loti parce que la Belgique est quand même un pays assez humide. En tout cas, si je vois ça vu du sud de Paris, où on a quand même un climat, enfin là où on travaille avec Damien, on est à peu près à 630 mm d'eau par an. Je pense que vous devez être à 800 ou 900 à 1000, ouais. Donc vous voyez, vous avez presque moitié plus que nous. Donc forcément, voilà, il y a quand même des vraies difficultés. Je pense qu'il faut en être conscient. Après voilà, je suis désolé, c'est pas très positif ce qu'on vous dit, mais on essaye d'être honnête, vous disant voilà, on a travaillé sur les alternatives au glyphosate depuis 7-8 ans à peu près maintenant, de manière assez importante, mais il n'y a quand même pas de situation miraculeuse, ça passe beaucoup par du travail du sol, et globalement, on n'a pas encore toutes les solutions, notamment l'absence de labour par rapport à des problématiques climatiques, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Et c'est qu'il y a quand même des situations où on est encore un peu en impasse sans glyphosate. Alors il y a l'agriculture de conservation au sens strict du terme, c'est-à-dire sans travail du sol. Et même si on s'autorise un peu de travail du sol, on a vu quand même qu'il y a une grosse dépendance vis-à-vis du climat, donc complexe notamment dans des régions humides comme ici. On identifie aussi les sols caillouteux où le labour n'est pas possible. Les sols en pente où il y a beaucoup d'érosion, les sols argileux qui ont labour en plein été. Alors c'est des sols de marais. Alors vous avez peut-être ça dans les chez nous, on a vers le Pas-de-Calais, il y a ce qu'on appelle les vatringues vers Saint-Omer. Là, je ne sais pas si vous avez l'équivalent, ou c'est peut-être plus les Flandres. Voilà, c'est les Flandres françaises. En fait, on a des sols argileux, très très argileux et humides l'hiver. Et donc en fait, ils s'y pratiquent des labours très précoces d'été, et qui forcément se ressalissent si on y met des cultures de printemps. Et le glyphosate est autorisé exceptionnellement sur labour dans cette situation bien spécifique en France, parce que c'est vrai que mécaniquement, on n'est pas capable de rentrer dans les terres. Et puis de manière générale, tout ce qui est humide, voilà. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, sur cette situation d'impasse.
mais comme vous l'avez vu, on n'a pas de... Voilà, il y a encore des impasses et il n'y a pas vraiment de solution à toutes les situations, quoi. Voilà. Et puis après, les conséquences de ces alternatives au glyphosate, c'est investir dans du matériel. Damien vous a bien montré l'intérêt des outils à dents qui scalpent sur des grandes largeurs et éventuellement de les équiper avec des roues de contrôle de profondeur et sans rouleau à l'arrière, plutôt avec des peignes, pour essayer d'optimiser la destruction mécanique. Ça, c'est des investissements qu'on voit de plus en plus en France, chez certains agriculteurs qui, sans se passer complètement du glyphosate, mais essayent de moins l'utiliser. Ça veut dire aussi retourner à un peu plus de travail du sol, soit de labour, soit de scalpage, mais avec des contraintes. Quand on travaille le sol à l'avance et qu'il pleut sur cette terre préparée, ça fait une espèce d'éponge qui ressuie lentement. Ça peut être une limite. On peut créer des semelles de travail. Donc il ne faut pas vouloir des fois y aller trop tôt. Quand il fait sec, alors ça vous concerne peut-être moins, mais dans des régions plus sèches, on peut dessécher un lit de semences pour des petites graines qu'on ne mettra pas profond comme des betteraves sucrières. Finalement, une fois que vous avez desséché la surface, s'il ne pleut pas, c'est foutu. Donc attention aussi, ça peut... Et puis cet excès de terre fine qu'on peut créer avec un travail mécanique peut engendrer des problèmes de battance ou d'érosion. Donc là, pour le coup, ça va poser des problèmes autres. Voilà. En fait, on voit bien qu'il y a quand même une opposition, la réduction des produits phyto et la réduction du travail du sol, c'est globalement, sans vouloir... c'est quand même très antagoniste et trouver des compromis, c'est pas toujours facile. Et puis on l'a évoqué aussi, le fait de perturber le sol au moment du semis, en faisant des destructions mécaniques, ça peut favoriser l'élevée d'adventices dans les cultures. Un levier sur lequel on a aussi insisté, c'est le fait d'aménager différemment les rotations, les enchaînements de cultures. C'est un levier pour des fois avoir des couverts moins sales, ou peut-être, voilà, je prenais l'exemple de l'orge de printemps derrière betterave, il y a peut-être des situations comme ça qui peuvent être réfléchies différemment, voilà, pour essayer de trouver quelques solutions, et beaucoup de raisonnement au cas par cas, beaucoup d'anticipation. Donc c'est voilà, des choses complexes, voilà, mais à voir comment vous allez pouvoir mettre ça en œuvre sur vos exploitations. Merci pour votre attention, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas.